La guerre était finie. Pendant des mois, les femmes avaient mesuré le temps non pas avec des calendriers, mais au rythme de leurs tâches quotidiennes. Appels matinales, gamelles en fer blanc, cordes à linge, murmures étouffés une fois la nuit tombée. Elles étaient arrivées en Amérique la peur au ventre, méfiantes, convaincues d'une chose, dès la fin des combats, on les renverrait chez elles sans délai. Aussi, quand l'interprète entra dans les baraquements escorté de 2 officiers américains pour déclarer « Vous êtes libre de partir sous peu. Les papiers de rapatriement sont en cours de préparation. » Personne ne manifesta sa joie. Personne ne bougea. La pièce se remplit du grincement des lits superposés et du froissement des couvertures usées avant de sombrer dans un silence absolu. Anna Vogel, ex-clerc radio originaire de Hambourg, fixait les lattes du plancher comme si elles allaient s'ouvrir sous ses bottes. À ses côtés, Liesl Hartmann serrait le bord de sa couchette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Au fond de la salle, Martha, la plus âgée du groupe, s'assit lentement comme si ses jambes l'abandonnaient. Les officiers le remarquèrent de sur le champ. Ils s'attendaient à des larmes, à du soulagement, peut-être même à des rires. Au lieu de cela, ils décelèrent une émotion qu'ils peinaient à saisir, la peur. Le capitaine Robert Hayes, qui gérait l'administration du camp depuis près d'1 an, s'avança. « Elle a bien traduit ?» demanda-t-il à voix basse à l'interprète. Celui-ci acquiesça. Parfaitement. Hayes se tourna vers les femmes. « La guerre est terminée », articula-t-il posément pour laisser le temps à la traduction. « Vous rentrerez chez vous. » C'est alors qu'Anna releva les yeux et murmura, d'une voix à peine audible, « S'il vous plaît, ne nous forcez pas à partir. » Ces mots frappèrent plus fort que quiconque ne l'imaginait. Même les gardes postés dehors tournèrent la tête. Pendant quelques secondes, le silence régna. L'interprète hésita, comme s'il doutait d'avoir bien compris. Mais Anna répéta, plus fort cette fois, « S'il vous plaît, ne nous renvoyez pas. » L'atmosphère bascula. Ce qui n'était qu'une annonce devint une révélation. Peu à peu, les femmes se mirent à parler, sans panique ni désordre, mais avec ces voix fragiles et retenues de celles qui ont trop longtemps gardé leurs secrets enfouis. Elles évoquèrent des villes changées en ruines, des maisons réduites à des tas de briques et de cendres, des pères disparus, des frères envolés, des mères aperçues pour la dernière fois dans des gares bondées d'inconnus et de fumée. Elles parlèrent des rumeurs qui les attendaient en Europe. La faim, l'occupation, la méfiance, un flot incessant de questions au milieu des décombres infinis. Certaines n'avaient plus personne vers qui retourner. D'autres ignoraient, même si leurs proches étaient encore en vie. Et certaines, à la stupeur des officiers américains, avouèrent quelque chose de plus douloureux encore. Elles redoutaient le retour non seulement parce que l'Allemagne était brisée, elles le craignaient parce que l'Amérique les avait transformées. À leur arrivée au camp, des mois plus tôt, elles anticipaient la cruauté. On les avait mises en garde contre leur geôlier. Elles s'étaient préparées à l'humiliation, au châtiment sévère, à une déchéance sans fin. Or, elles découvrirent des règles, de l'ordre, des repas servis à heure fixe, des infirmières soignant les fièvres sans mépris, des gardes aboyant des ordres, certes, mais sans les frapper, un dentiste réparant une dent cassée, un cuisinier glissant un pain supplémentaire aux malades, un aumônier prêtant des livres dans une langue qu'elle maîtrisait à peine. De menues attentions, mais après des années de guerre, ces riens prenaient des proportions gigantesques. Au début, les femmes se méfiaient de tout. Chaque drap propre, chaque tasse de café chaud, chaque geste de bonté discrète leur semblait un piège. Mais le piège ne se referma jamais. Les semaines s'écoulèrent, puis les mois. Certaines furent affectées à la buanderie, d'autres au potager de la cuisine. Quelques-unes réparaient des uniformes ou triaient du matériel médical. Elles apprivoisèrent le tempo du camp, les caractères des gardes, les bruits lointains de la vie américaine au-delà des barbelés. Moteurs de camions, radio, parties de baseball invisibles. Et petit à petit, l'impensable se produisit. Elles cessèrent d'attendre le pire. Anna se rappelait précisément l'instant où tout avait basculé pour elle. Par un après-midi d'orage estival, une panne d'électricité avait plongé une partie du camp dans le noir. La pluie martelait le toit, étouffant toute conversation. De l'eau s'infiltrait sous la porte de l'abri où elle et une autre prisonnière triaient du linge. Elles s'attendaient à des cris, à des reproches, à une punition pour leur lenteur. Au lieu de quoi, le sergent Miller, un fils de fermier de l'Indiana au visage perpétuellement rougi par le soleil, retroussa ses manches, saisit 2 seaux et se mit à vider l'eau à leur côté. Pas de hurlements, pas de menaces, juste du travail. Quand Anna le regarda, interdite, il haussa les épaules. Un sol mouillé se fiche de la langue qu'on parle. Elle n'oublia jamais ces mots. Pour Liesl, ce fut le jour où le médecin du camp soigna sa fièvre. Elle avait tenté de cacher sa maladie, morte de peur que la faiblesse n'entraîne des représailles. Mais l'infirmière américaine avait approché une chaise, posé un linge frais sur son front et lui avait parlé avec la douceur qu'une mère réserve à son enfant. Liesl confia plus tard qu'elle avait pleuré non pas de malaise, mais parce qu'elle avait oublié que la gentillesse pouvait être si banale. Pour Martha, tout avait commencé avec cette lettre. Elle n'avait eu aucune nouvelle de sa famille depuis près d'1 an. Puis,
Un après-midi, grâce au circuit de la Croix-Rouge et à un prodige administratif, un message lui parvint enfin. Sa plus jeune sœur était en vie, maigre, déplacée, hébergée chez des parents éloignés, mais bien vivante. Martha fut incapable de déchiffrer les dernières lignes. Ses mains tremblaient trop violemment. La bibliothécaire du camp, une civile âgée du Kansas, venue en volontariat, lui lut la suite à voix haute. Ce soir-là, assise sur sa couchette, Martha lâcha une phrase que personne n'aurait imaginée. Si ceux qu'on nous a appris à haïr sont capables de ça, qu'est-ce d'autre nous a-t-on menti? La question flotta dans les baraquements bien après l'extinction des feux. Désormais, avec le rapatriement si proche, tous ces instants muets ressurgissaient avec une violence poignante. Les femmes ne suppliaient pas parce qu'elles adoraient la captivité. Elles imploraient parce qu'après des années à vivre dans la peur à chaque instant, elles respiraient enfin. Le capitaine Hayes écoutait l'interprète lui traduire leurs paroles. Il se redressa, mais son visage s'était adouci. Carriériste, aguerri, il vénérait les règles, la paperasse et la hiérarchie. La compassion ne balayait pas les procédures. Les prisonnières ne pouvaient pas rester simplement parce qu'elles le désiraient. Pourtant, ces mots le touchèrent profondément. Ce soir-là, Hayes arpenta seul la ligne de barbelés. Au-delà du grillage, le ciel s'étendait vaste et doré au-dessus des champs. Au loin, des grillons se mettaient à chanter dans l'herbe. Il médita sur ce à quoi la victoire ressemblait sensément. Les soldats rentrant chez eux, les drapeaux hissés, les camps vidés, les pages tournées. Si simple. Mais la guerre n'avait rien eu de simple. Pourquoi sa fin le serait-elle? Le lendemain matin, il agit de façon inhabituelle. Il demanda des entretiens individuels. Une à une, les femmes s'assirent face à lui, l'interprète à ses côtés, et racontèrent leur histoire. Certaines parlaient crûment, d'autres peinaient à se contenir. Quelques-unes s'excusèrent de formuler l'impossible. Hayes nota tout scrupuleusement. Pas de contact familial, pas d'adresse confirmée, problèmes médicaux, crainte du déplacement, peur de représailles des autorités locales, terreur de la famine. Effroi de rentrer vers le néant. Une fois terminé, il envoya un rapport à sa hiérarchie sans prôner la violation des règles, mais en interrogeant la possibilité d'exception, de report, de parrainage ou d'examens humanitaires dans des cas particuliers. Il ignorait si quiconque au-dessus l'écouterait. Il l'envoya malgré tout. Les jours devinrent des semaines. Les femmes végétaient dans un état pire que l'incertitude. Chaque camion entrant au camp faisait pivoter les têtes. Chaque nouvelle liste affichée au tableau crispait les ventres. Certains noms étaient retenus pour le transport, d'autres non. Celui d'Anna n'apparut pas plus que celui de Liesl. Celui de Martha y figura, avant d'être rayé le lendemain, remplacé par une mention en attente d'examen. Nul ne saisissait précisément ce que cela impliquait, mais cela offrait du temps, et le temps signifiait soudain de l'espoir. Au cours de ces semaines suspendues, le camp se transforma encore. La tension entre gardiens et détenus s'atténua. Le masque d'étranger séparé par l'histoire tomba. La guerre était finie, mais un règlement de compte plus discret s'amorçait. Un après-midi, le sergent Miller surprit Anna fixant la route à travers les barbelés. « Et vous attendez quelqu'un » demanda-t-il. Elle esquissa un sourire pâle. « Non, je me demande juste ce que ça fait d'aller quelque part par choix. » Il s'appuya au poteau voisin. La plupart ne s'en rendent compte qu'au bord du gouffre. Elle le regarda. « Vous aussi ?» Il contempla la route à son tour. « Ouais, ce seul mot suffit. » Liesl se mit à aider plus souvent à l'infirmerie. Les infirmières appréciaient ses mains assurées. Martha, ancienne institutrice, organisa des cours d'anglais du soir à partir de vieux journaux, d'étiquettes de caisse et de crayons prêtés. Même celle qui anticipait un départ proche s'asseyait plus près, murmurant dans la nuit des mots étrangers. Fenêtre, jardin, matin, liberté. Étrange, songea Anna, comme la liberté sonnait plus simple en anglais qu'en réalité. Puis vint la réponse, sans fanfare, juste des enveloppes. Le capitaine Hayes se planta de nouveau devant les baraquements, un dossier en main. Cette fois, les femmes s'attendaient au pire. Elles scrutèrent son visage comme des condamnés à un juge. Il lut les noms. Certaines obtinrent un rapatriement différé jusqu'à localisation des proches. D'autres passèrent en examen pour parrainage civil via des églises et fermes cherchant de la main-d'œuvre. Quelques cas médicaux eurent un séjour prolongé et pour les restantes, le retour suivrait le planning, mais avec contact d'aide, adresse enregistrée et provisions mieux organisées. Pas de miracle. Tout le monde n'eut pas gain de cause. Certaines pleurèrent de soulagement, d'autres parce que le délai n'était pas éternel. Mais un changement s'était produit. Leurs supplications n'étaient pas tombées dans l'oubli d'une indifférence glaciale. Quelqu'un avait tendu l'oreille. Au moment où Anna perçut son nom, suivi de la mention d'un placement agricole temporaire en attendant validation, elle plaqua ses deux mains sur sa bouche et se laissa choir sur la couchette la plus proche. Liesl l'étreignit aussitôt. Martha, informée que son dossier demeurait en examen humanitaire, ferma simplement les paupières et murmura
Dieu merci. Le capitaine Hayes replia le dernier document et leva les yeux. « Je ne saurais garantir demain, traduisit l'interprète, mais j'ai au moins veillé à ce que votre voix porte. » Dans la baraque, personne ne broncha sur le coup. Puis Martha se dressa, franchit l'espace à pas lents et avança la main. Hayes ne tergiversa qu'un instant avant de la serrer. Bien des années après, on se souviendrait de la fin de la guerre à travers gros titres et cartes, capitulations et discours, plumes célèbres de figures illustres. Mais dans ce camp isolé, loin du vieux continent, elle resterait gravée autrement, dans l'esprit de femme prévenue qu'elle pouvait partir libre et qui, contre toute attente, en frémissait d'effroi. Non pas que la détention vaille mieux que la liberté, mais parce que le monde d'outre-océan gisait en ruine, et que ceux qu'on leur avait appris à redouter l'heure avaient offert une clémence dont elle ne savait plus se passer. Anna finirait par demeurer aux États-Unis plusieurs années, employée dans une ferme où la famille du propriétaire la considérait davantage comme une rescapée que comme un fardeau. Liesel décrocherait plus tard un poste dans une clinique, ses mains précises enfin tournées vers la paix. Martha, après des mois d'incertitude, apprit que sa sœur pouvait la rejoindre via un programme d'aide. Le jour où cette lettre parvint, ses larmes coulèrent plus abondantes qu'à l'armistice. Chacune, à sa manière, garderait en elle ce souvenir commun, la voix d'un officier américain prononçant « Vous êtes libre de partir » et le silence qui s'ensuivit alors que nul ne le désirait. Car parfois le legs le plus inattendu de la guerre n'est pas la haine, mais le poids accablant d'une bonté imprévue.